Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live, bienvenue dans ce grand quiz de rentrée autour des mathématiques. Ce soir, on va travailler pendant une heure et demie autour des questions clés, des fondamentaux de l'épreuve écrite de mathématiques pour le concours de recrutement des professeurs des écoles. Je suis Louis Well et je suis le professeur référent en mathématiques chez Objectif CRPE. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Est-ce que vous pourriez me confirmer dans le chat que au niveau de la technique, tout fonctionne correctement, que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien? Apparemment, je vois Cathy, Rayoul, Tony, Naïma, Marine, qui me disent que Véro, qui ont l'air d'être présents et qui ont l'air de me voir. Tout fonctionne parfaitement, me dit Mathieu, c'est super. Il doit y avoir parmi vous certains de nos élèves de la promo Magnolia, cette promo 2022 qui, j'espère, va pouvoir grandir puisque nous avons encore la possibilité chez Objectif CRPE d'accueillir des élèves. Qu'est-ce qui fait notre spécificité chez Objectif CRPE? C'est que nous avons fait le choix de vous proposer des cours en live qui sont aussi évidemment disponibles toute l'année, pendant toute l'année de la formation, en replay. Et ces cours sont dispensés par des professionnels du CRPE. Pour ma part, je suis enseignant dans le secondaire, mais je prépare des candidats au CRPE depuis plus de 5 ans maintenant. On va aussi, tout au long de l'année, vous donner les clés, que ce soit dans les matières écrites ou dans les matières orales, mais on va aussi vous entraîner. Vous le savez, une réforme cette année, la réforme 2022, a changé un petit peu les modalités du concours. Eh bien, Objectif CRPE s'est adapté pour être au plus proche de ce concours et vous préparer au mieux. Tout au long de l'année, vous aurez aussi des cours de méthodologie, comment apprendre à apprendre, comment mémoriser au mieux vos cours, comment vous relaxer, comment vous détendre et gérer le stress qui peut être très fort lorsque l'on passe un concours. Et puis la prépa, les membres de la prépa seront là hebdomadairement, toutes les semaines, un joli pléonasme, pour vous donner des conseils tout au long de l'année. Il est encore temps de s'inscrire, mais il ne faut pas trop tarder. Hein. La préparation annuelle chez Objectif CRPE, ça se termine. Les inscriptions se terminent le 11 octobre. Et pour ceux qui voudraient profiter de financements comme le CPF, le compte personnel de formation, il ne vous reste que quelques jours. Attention, il est temps de s'inscrire. Chez Objectif CRPE, nous avons à cœur de donner sa chance à tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons un programme égalité des chances qui vous permet, en fonction de vos revenus, de profiter de 10 à 60% de réduction sur ces frais d'inscription à l'année. Alors, trêve d'informations. Moi, ce que j'ai envie de faire ce soir, c'est de faire des mathématiques avec vous et de travailler ces mathématiques. On va, à partir de maintenant, travailler sur 11 questions que j'ai choisi de répartir en 5 parties. Partie nombre et calcul. Nouveauté dans le programme de cette réforme 2022, une belle partie du programme de seconde est intégrée dans le programme du CRPE. La proportionnalité avec les pourcentages et toutes les applications qu'on peut voir seront aussi extrêmement présentes. Un peu de géométrie plane avec les fameux théorèmes de Pythagore et de Thalès. Et là, je parle aux Magnolia qui sont peut-être, et j'en suis certain, présents dans le chat. Ça va vous rappeler notre travail qu'on a commencé ensemble la semaine dernière.
La partie numéro 4, la bête noire des élèves, avec un entraînement sur de l'algorithmique. Et puis enfin, un vrai faux avec justification, une question autour de la modélisation mathématique, comment on peut démontrer en mathématiques. Toutes les questions seront sous forme de QCM avec des bonnes réponses de type A, B, C, A, B, C, D. Sachez que pour chacune de ces questions, une ou plusieurs réponses sont possibles. Donc, il ne s'agit pas de choisir la bonne réponse, mais là où les bonnes réponses, j'insiste. Évidemment, vous allez faire des mathématiques, donc je vais vous proposer un certain nombre de questions et à l'issue de ces questions, eh bien, on passera un temps de correction pour que on puisse analyser ensemble eh bien, ces différentes questions et puis que je puisse dès maintenant vous donner quelques références autour de points de cours, autour de points méthodologiques. Est-ce que vous êtes prêts? Je vois que certains dans le chat rencontrent peut-être des difficultés techniques. N'hésitez pas à relancer et à rafraîchir votre page si vous rencontrez quelques difficultés en termes de vidéo ou de qualité de vidéo. Hein. Un petit bouton F5 ou la petite roue qui tourne vous permettra eh bien, de nous suivre en direct. J'ai oublié, mais bien sûr j'ai oublié, excusez-moi de vous présenter le modérateur qui est là dans le chat ce soir et qui nous accompagne, qui est François-Régis. François-Régis Bompard qui sera là pour répondre à vos questions et qui va m'accompagner tout au long de ce live que j'espère le plus enrichissant possible pour vous ce soir. Alors, je vois que dans le chat, beaucoup d'entre vous se sentent prêts ou prêtes. Eh bien, je pense qu'il est temps de se lancer avec une première série de 4 questions pour lesquelles eh bien, vous avez 6 minutes pour travailler sur ces questions. Ça va aller vite. Hein. Avant de se lancer, sachez que évidemment, on a des questions de type QCM qu'on ne va pas forcément rencontrer sous cette forme-là le jour du CRPE. Hein. On est bien dans un grand quiz de rentrée, hein. Donc on est dans un format quiz et qu'évidemment ce sont des questions plutôt de type rédigé qu'on attendra le jour du concours. On va contrôler aujourd'hui que vous maîtrisez eh bien, les fondamentaux et peut-être même plus. Allez, sans attendre, j'ai envie qu'on fasse des mathématiques ensemble. Alors, je vous propose de travailler sur ces 4 premières questions. À tout de suite. Alors, je me permets d'arrêter le chrono puisque j'ai quelques questions dans le chat autour de la calculatrice. Oui, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la calculatrice, hein, c'est possible. Le jour du concours, vous aurez cette calculatrice à votre disposition. Si c'est pour vous un outil indispensable, allez-y, utilisez-la. Et puis, un deuxième point, surtout de ne pas répondre pendant le temps de raisonnement, ne pas répondre dans le chat, s'il vous plaît. Le chat est un outil de partage, un outil qui va nous permettre de répondre à vos questions. Donc, posez des questions dans le chat. Nous vous aiderons à avancer dans votre raisonnement si c'est nécessaire. Mais s'il vous plaît, pas de réponse dans le chat, s'il vous plaît. Allez, à tout de suite.
Ça a été vite, ça a été peut-être même très vite pour certains. Et écoutez, l'objectif c'est de se tester et de faire un maximum de questions et de voir un maximum de notions qu'on pourra rencontrer le jour du concours pendant ce live. Alors je suis conscient que pour certains c'est peut-être un petit peu trop rapide. Voyons tout de même ce que ça a pu donner sur les réponses que vous avez pu produire. Première question avec un quotient de puissance 6 puissance 4 divisé par 2 puissance 3 fois 3 puissance 3. Alors, quelques règles sur les puissances qu'il faudra maîtriser. 6 puissance 4 sur 2 puissance 3 fois 3 puissance 3, ça donne 6 puissance 4. Et le produit de ces puissances peut s'assembler comme 2 fois 3, le tout à la puissance 3. Ce qui nous donne 6 puissance 4 sur 6 puissance 3. 2 fois 3 étant égal à 6, vous me l'accorderez. On a donc, 6 fois 6 fois 6 fois 6 divisé par 6 fois 6 fois 6, ce qui nous donne finalement le nombre 6 puissance 1 ou 6. Cette notion, ce calcul de puissance nous fait arriver tout simplement à ce nombre qui est un nombre entier. Et on voit tout de suite que la réponse A est correcte. Donc on va garder en tête que pour la réponse 1, la A est correcte. Attention à ne pas opposer nombre décimaux et nombre entier, puisque les nombres décimaux les nombres entiers font partie des nombres décimaux, comme les nombres décimaux font partie des nombres rationnels. Vous avez les nombres entiers, avec 6 qui se trouvent parmi ces nombres entiers, et puis vous avez parmi eux les nombres décimaux. Un nombre décimal, c'est un nombre à virgule, certes, alors on peut écrire 6 comme 6,0, ce qui prouverait que c'est un décimal, mais on peut aussi l'écrire comme une fraction décimale. Voilà plutôt comment on aurait tendance à démontrer les choses. Donc 6, c'est 60 dixièmes. 60 dixièmes montre que 6 est un nombre décimal. Un nombre rationnel, c'est quoi? C'est un nombre qu'on peut écrire sous forme d'un ratio. Un ratio, c'est quoi? C'est un quotient. Est-ce que 6 peut s'écrire sous forme d'un quotient? Oui, 6 peut s'écrire tout à fait comme un quotient. 6, c'est 6 divisé par 1, ou 12 divisé par 2, si vous préférez. 12 divisé par 2. Et ainsi, ceci prouve que 6 est aussi un nombre rationnel. Alors, il faudrait que j'écrive plutôt les choses ici, pour être plus exact. C'est un nombre entier qui peut s'écrire sous différentes formes, qui s'écrirait plutôt sous différentes formes. Je vais l'écrire ici, là où je n'ai pas de reflet. 6, c'est un nombre entier, c'est aussi une fraction décimale, comme 60 dixièmes. C'est aussi, pourquoi pas, 12 demi, ce qui s'écrit comme un ratio. Donc, attention à ne pas opposer nombre entier et nombre décimal. C'est pas parce que je suis un nombre entier que je ne suis pas un nombre décimal. L'ensemble des nombres entiers fait partie de l'ensemble des nombres décimaux, qui fait lui-même partie de l'ensemble des nombres rationnels. Il faudra donc répondre que B est vrai et C est aussi vrai. Question numéro 2. Je me permets de rebondir sur une petite question avant d'aborder la question numéro 2. On me demande, Clem, BRN, me dit, mais du coup, quelle est la différence entre un rationnel et un irrationnel? Tous les nombres qui ne sont pas rationnels, tous les nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme d'un ratio, sont irrationnels. Quelques exemples de nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme d'une fraction, puisque finalement un ratio c'est une fraction. Vous avez l'exemple du nombre particulier que vous connaissez tous quand on calcule le périmètre ou l'aire d'un cercle, pi. Vous avez l'exemple de certaines racines carrées, notamment la racine carrée de 2. Lorsque vous prenez la diagonale d'un carré de côté 1, cette diagonale a pour longueur racine de 2. Question numéro 2.
Eh bien, dans cette question numéro 2, on va travailler sur de l'arithmétique. Arithmétique qui va être, je le pense, cette année dans la réforme assez présente. Il faut donc avoir bien en tête tout ce vocabulaire de diviseur, multiple, plus grand diviseur, plus grand multiple, plus petit multiple, et essayer de voir à quoi cela correspond. Alors 15, est-ce que c'est un diviseur commun à 30 et à 120? Eh bien, 30 peut s'écrire comme 2 fois 15. Donc oui, 15 est bien un diviseur de 30. 120 peut s'écrire comme 8 fois 15. 8 fois 10, 80, 8 fois 5, 40, qui donne bien 120. 15 est bien un diviseur commun à 30 et à 120. La réponse A est correcte. Est-ce que 15 est le plus grand diviseur commun de 30 et de 45? Alors, je ne vais pas faire la liste à l'écrit de tous les diviseurs et calculer le PGCD, hein, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, le plus grand diviseur commun, PGCD. Et je ne vais pas vous faire non plus le rappel de toutes les techniques qui permettent de calculer le PGCD d'un nombre ce soir, avec l'algorithme d'Euclide ou avec les techniques de soustraction successives. Mais pour des nombres petits comme ça, on peut faire la liste des diviseurs de 30 et de 45 et s'apercevoir que quand on fait cette liste, 15, 45, c'est 3 fois 15 et que effectivement, 15 va être le plus grand des diviseurs de 30 et de 45, hein, puisque entre 2 et 3, on n'a plus de diviseurs possibles entre ces deux nombres, 2 et 3, qui sont premiers entre eux. Donc oui, hein, on a bien effectivement le plus grand diviseur commun à 30 et 45 qui est 15. On avait la réponse B qui était correcte aussi. Le plus grand multiple commun de 3 et 5. Alors attention, là, il y avait un petit piège. Le plus grand multiple commun de 3 et 5, eh bien, malheureusement, on ne peut pas le définir. Le plus grand multiple de 3 et 5, 15, c'est un multiple de 3 et 5, hein, tout à fait. Mais 30 est aussi un multiple de 3 et 5. Je ne sais pas, on pourrait aussi définir comme 300, qui est aussi un multiple de 3 et de 5, le plus grand multiple de 3 et 5, on ne peut pas le définir puisqu'il est extrêmement grand, hein, il n'est pas définissable puisqu'on pourra toujours trouver un multiple supérieur à chaque fois qu'on en trouvera un. Là où je voulais tester votre capacité à bien faire la différence entre les choses, c'était plutôt dans la réponse C, on aurait pu attendre que 15 était le plus petit commun multiple à 3 et à 5 et non pas le plus grand multiple commun à 5. Donc non, la question C, elle est fausse puisque elle aurait été vraie dans une formulation du type le plus petit multiple commun à 3 et 5. Est-ce que maintenant pour la réponse D, 15 est le plus grand diviseur de 30 et de 120? Eh bien le plus grand diviseur dans la liste des diviseurs, on a de 30, 30 fois 1, donc le plus grand diviseur de 30, c'est 30, puisqu'on peut l'écrire comme 30 fois 1, et on peut écrire 120 comme 30 fois 4. Donc 15 n'est pas le plus grand diviseur commun à 30 et 120, puisque le plus grand diviseur commun à 30 et 120, c'est 30 lui-même. Hein. Le PGCD de 30 et de 120 n'est pas 15, mais c'est 30. Troisième question, avec une formulation un peu particulière, hein, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme n égale à 24k, où n est égal à 24 fois k, puisque vous le savez, en calcul littéral, si on n'a pas d'opération entre un nombre écrit en chiffres et une lettre, il y a une multiplication qui est sous-entendue. Est-ce que n est un multiple de 4 si k est un entier? Je ne l'ai pas précisé, hein, k
est un entier. On est en train de faire de l'arithmétique. L'arithmétique, je vous le redis, je vous le précise, c'est bien la science des nombres entiers. Donc on est en train de s'intéresser à des nombres entiers. Est-ce que, du coup, on peut dire que n est un multiple de 4? Pour savoir si n est un multiple de 4, il faut être capable d'écrire n comme 4 fois un nombre entier. Donc, est-ce qu'on ne peut pas transformer cette écriture, n est égal à 24, bah oui, 24 c'est quoi? C'est 4 fois 6 fois k. On nous dit que k est un entier, ce qui veut dire que 6 fois k, 6 fois un entier, c'est aussi un entier. Et ainsi, j'écris que n est le produit de 4 fois un entier et que on peut ainsi dire que k est un diviseur, pardon, que 4 est un diviseur de n ou que n est un multiple de 4 puisque dans un sens ou dans l'autre, il faut être à l'aise entre cette notion de multiple ou de diviseur, ne pas permuter l'une et l'autre. Eh bien, on a le même sens. Soit on dit que n est un multiple de 4, soit on dit que 4 est un diviseur de n, ce qui a exactement le même sens. Donc là, la réponse A, elle est correcte. C'est pour ça que je la note en rouge. Vous avez bien compris que je note les bonnes réponses en rouge uniquement. Le reste de la division de n par 24 est 0. Eh bien, oui, là encore une fois, je peux trop bien écrire que une division euclidienne, c'est quoi? Un diviseur, 24, un quotient qui va être k, plus un reste qui est égal à 0. Vous retrouvez l'expression d'une division euclidienne avec dividende, diviseur, quotient et reste, A égale à B fois Q plus R. Et c'est la définition de dire que n est divisible par 24. N est divisible par 24 ou que 24 est un diviseur de n. Eh bien, c'est comme ça qu'on le formule quand il y a un reste dans cette division euclidienne qui est égal à 0. Donc la réponse B, elle est aussi correcte. Formulation différente dans cette question C où on nous dit n est un diviseur de 24. Est-ce que n est un diviseur de 24? On vient de dire que 24 était un multiple, pardon, que n était un multiple de 24, mais on ne peut pas écrire que n est un diviseur de 24. Prenons pour ça, pour s'en convaincre, un exemple. Si n est égal, si k est égal à 2, eh bien on va avoir n qui va être égal à 24 fois 2, c'est-à-dire n qui va être égal à 48. Est-ce qu'on peut dire que 48 est un diviseur de 24? Eh bien non. Là, c'est absolument impossible. Un nombre 48 qui est supérieur à 24 ne peut pas être un diviseur de 24. Vous voyez que là, je suis vraiment en train de travailler sur le sens et sur le vocabulaire et que pour cette question petit c, il faut bien faire la différence et bien maîtriser ce vocabulaire de diviseur, divisible, multiple. Enfin, dans la question D, on nous demandait les diviseurs de 24. 24, c'est 2 fois 12. 24, c'est aussi 3 fois 8. 24, c'est aussi 4 fois 6. 24, là j'ai fait le tour. Donc 2, 3, 12. Alors si on les fait dans l'ordre, 2, 3, 4, 6, 8, 12 sont des diviseurs de 24, mais on n'oubliera pas aussi d'écrire que 24, il est aussi divisible par lui-même. 24 est égal à 1 fois 24. Donc, dans cette proposition D qui nous est faite,
malheureusement, on oublie un des diviseurs. 2, 3, 6, 2, 3, 4, 6, 12 et 24 ne sont pas tous les diviseurs de n. Il nous en manque un. Il manque le diviseur qui est 1. 24 est aussi un multiple de 1. Voilà pour cette question 3. Je vais prendre, et vous commencez à avoir l'habitude, mon petit Vichy pour répondre à la question 4, question qui tournait autour des racines carrées. Il faut avoir en tête qu'on a une formule à maîtriser pour les racines carrées, notamment celle sur les produits. Si j'ai deux nombres A et B positifs, je peux écrire que la racine de A multipliée par la racine de B, c'est égal à la racine de A fois B. Et c'est de cette formule, à partir de cette formule, que l'on va maintenant travailler. On nous proposait la racine de 8 multipliée par la racine de 12. En appliquant directement cette formule, ça nous donne la racine de 8 fois 12, c'est-à-dire la racine de 96. Ce qui nous permet de répondre immédiatement que la réponse B est correcte pour cette question numéro 4. Question numéro 4, sur laquelle on ne va pas se limiter à l'étude de cette réponse B. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la réponse C. La réponse C, on peut la formuler de cette manière-là. On a 4 racines de 6. 4 racines de 6, c'est égal à 4, je vais travailler sur les carrés parfaits et les racines des carrés parfaits. 4, c'est quoi? Si je l'ai écrit sous forme d'une racine, c'est la racine carrée de 16. 4 au carré me donne 16, donc la racine de 16, c'est 4. 16 fois 6, vous retrouvez notre racine de 96. Donc, la réponse C est aussi correcte. Allons tester maintenant le 2 racine de 24. Encore une fois, on va travailler sur le carré de 2. Le carré de 2, c'est 4. Donc, je peux très bien écrire 2 comme la racine carrée de 4, multipliée par la racine carrée de 24. 4 fois 24, 4 fois 2, 8, 80, 4 fois 4, 16, ça donne aussi racine de 96. On a donc ici, sous différentes formes, racine de 8 fois racine de 16, qui est écrit comme racine de 96, 4 racines de 6, 2 racines de 24. On a bien les réponses B, C et D qui sont tout à fait correctes ici. Je suis conscient que j'aborde ce grand quiz de mathématiques par des notions qui ne sont pas faciles à maîtriser. En même temps, vous avez peut-être travaillé avec vos calculatrices et avec les calculatrices, vous avez sûrement, en rentrant 8 racines de 12, une valeur exacte qui vous est proposée, en tout cas si vous utilisez une calculatrice de type collège. On va peut-être essayer de le tester tout de suite en direct ensemble. Si vous me laissez le temps d'ouvrir ma jolie calculatrice et de regarder ça ensemble. Lorsqu'effectivement on rentre racine de 8 multiplié par seconde racine de 12, la calculatrice va nous donner une forme exacte, une forme simplifiée exacte, qui correspond à l'une de nos réponses, qui était la réponse C,
hein, c'est une racine carrée sous sa forme simplifiée dans laquelle on va extraire un maximum de carrés parfaits. Et la calculatrice vous donnera cette forme-là, c'est-à-dire racine de 8 fois racine de 12, c'est égal à 4 racines de 6. Alors oui, en cliquant sur ce petit bouton-là, avec une calculatrice collège, on peut obtenir une valeur approchée et ça nous servira notamment quand on fera des calculs en application du théorème de Pythagore, souvent. Mais en termes de valeur exacte, on retiendra que racine de 8 fois racine de 12, c'est finalement 4 racines de 6. Revenons à cette question 4 et plutôt allons vers la question 5 dans laquelle on va travailler sur la proportionnalité avec 3 questions qui vont s'enchaîner, des questions autour une question autour des vitesses, qui sont une application directe de la proportionnalité, puis 2 questions autour des pourcentages et notamment des coefficients multiplicateurs. Je vous invite à vous mettre au travail, à vos papiers, à vos crayons. Vous avez maintenant 5 minutes pour travailler sur ces 3 questions. À tout de suite!
Alors, petit correctif, merci dans le chat d'être attentif, hein, effectivement. Petit correctif puisqu'il y a une petite coquille entre les questions sur les racines carrées dans la question numéro 4. Hein, je vais revenir dessus. Dans la question numéro 4, je vous proposais, et je m'en excuse, comme réponse D, 2 racines de 12, ce qui ne fonctionnait pas. Hein, ce qui ne fonctionnait pas. Alors que dans le corrigé, hein, quand on va voir le corrigé, je vous parlais de 2 racines de 24, ce qui fonctionnait. Donc, excusez-moi hein, pour ça. Effectivement, il y a entre la version, la question qui vous est posée, 2 racines de 12. Là, ça ne fonctionne pas. 2 racines de 12, ça fait 4 racines de 4 fois racine de 12, c'est-à-dire racine de 48 et non pas racine de 96, alors que 2 racines de 24 fonctionnaient. Donc là, il y a un petit bug, je m'en excuse vraiment. Donc oui, 2 racines de 24, c'est égal à racine de 8 fois racine de 12, alors que, eh bien, 2 racines de 12 n'est pas égal à racine de 8 fois racine de 12. Bon, je m'excuse pour ce petit bug. Petit complément, hein, dans la liste des diviseurs, les diviseurs dans la liste des diviseurs ici, hein, certains m'ont fait noter qu'il y avait 8, il manquait 8, il manquait 1, mais il manquait aussi tous les diviseurs potentiels de K. Vous avez bien fait de le préciser. Passons à la proportionnalité avec cette question numéro 5 où on a un randonneur qui marche pendant 42 minutes à la vitesse de 5 km/h. Pour calculer la distance parcourue en kilomètres, on effectue quel calcul? Eh bien, dans cette question numéro 5, on va avoir une distance à calculer. Hein. Donc là, il faut connaître la vitesse comme étant le quotient de la distance sur le temps, la distance comme étant le produit de la vitesse fois le temps, ou le temps comme étant le quotient de la distance sur la vitesse. Donc il faut connaître cette formule dans les 3 sens. Nous, c'est cette formule-là qu'on va utiliser. La difficulté ici, vous vous en doutez, elle se trouvait dans une conversion et plutôt une maîtrise des bonnes unités, puisqu'on a d'un côté quelque chose qui est exprimé en minutes et de l'autre côté quelque chose qui est exprimé en kilomètres par heure. Notre réponse attendue, elle est bien en kilomètres. Nous, on veut une unité ici qui va être des kilomètres. Si on a des kilomètres ici, on a une unité de vitesse qui est des kilomètres par heure. Il faut donc avoir un temps qui est lui aussi exprimé en heures. Hein? Attention à ces unités. Or, ici, ce qui nous est proposé, eh bien, c'est 42 minutes. Donc, comment convertir 42 minutes? Tout simplement en disant que, eh bien, dans une heure, il y a 60 minutes et que, eh bien, 42 minutes, c'est égal à 42 soixantièmes d'heure. Ce qui est égal à 0,7 heures si on fait le calcul. Hein? 42 divisé par 60, on a du 7 fois 6, 10 fois 6, ça nous donne 0,7. Du coup, la bonne réponse et l'unique bonne réponse ici, c'est bien la question, dans cette question numéro 5, c'est l'expression sous sa forme D, hein, puisque la distance va donc bien s'écrire comme 42 soixantièmes fois 5, ou 5 fois 42 soixantièmes, hein, on dit exactement la même chose, la multiplication étant commutative, on a donc la réponse uniquement D qui est vraie. Passons à la question numéro 6, je vais être un petit peu plus attentif au chat. Allons voir ça tout de suite dans la question numéro 6 où il s'agit d'une question autour du carré et de l'impact de l'agrandissement de la longueur d'un carré sur l'agrandissement de son aire. On a un carré
de côté, eh bien, on ne connaît pas. De côté C. On sait juste que ce carré, eh bien, son R, elle va augmenter. Hein, son R, du coup, si son côté est C, son R, c'est égal à C au carré. Ce qu'on sait, c'est que le carré, on va l'agrandir. Agrandissement. On va avoir un agrandissement. Un agrandissement de 10%. Un agrandissement de 10%, vous vous en souvenez sûrement, eh bien, quand on fait une évolution, un agrandissement, une évolution de 10%, eh bien, ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1,1. J'utilise le terme CM pour coefficient multiplicateur. On va avoir du coup notre nouveau carré, hein, le carré agrandi, qui va avoir une R, je mets pour RG, pour l'aire du grand carré, qui va être tout simplement, eh bien, non plus de C au carré, mais de 1,1 fois C, ça c'est l'agrandissement de 10% du côté, qui va être porté au carré. Donc l'agrandissement, il va se faire, on peut le dire d'une autre manière, sur chacun des côtés. Et le carré va porter du coup 2 fois sur 1,1. Ce qu'on peut écrire comme 1,1 au carré fois C au carré. Donc notre grand carré, eh bien, on va retrouver son R, ici c'est C au carré, multiplié par 1,1 au carré. 1,1 au carré, ça fait 1,121. 1,121, c'est un agrandissement, ça, c'est un coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur qui va correspondre à 1,21, c'est quoi? C'est 21%. Donc, ça, c'est une augmentation de 21%. C'est exactement une question que j'aurais pu poser, qu'on aurait pu poser un peu différemment, en disant, eh bien, on a un prix qui augmente d'abord de 10%, puis encore de 10%. Hein. Augmenter de 1,1 au carré, c'est bien augmenter de 10%, multiplié par 1,1, puis encore multiplié par 1,1. Quand on a deux augmentations successives de 1,1, de 10%, pardon, ça nous donne la multiplication de 1,1 par 1,1 en termes de coefficient multiplicateur, et on ne tombe pas sur 1,2, mais bien sur 1,21, qui nous donne une augmentation finale de 21%. Question numéro 7, toujours autour des pourcentages. Et là, on se tord un peu la tête, puisque dans cette question numéro 7, on va travailler directement sur la proportionnalité, mais aussi sur la manière dont on peut extraire de l'information d'un tableau de proportionnalité. Ce que je vous propose, c'est d'écrire ça sous forme d'un petit tableau, pour synthétiser les choses. On a dans une assemblée 756 personnes qui ont voté pour une résolution. Donc il y a le total des personnes qu'on ne connaît pas, qui est n votants. Ça c'est le total, c'est le nombre n de votants. On sait que ceux qui ont voté la résolution, qui ont dit oui à la résolution, ils sont au nombre de 756. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de l'exprimer en termes de pourcentage. On sait que cela représente, donc ces votants, ceux qui ont validé la résolution, représentent 63% du total
Donc s'il y avait 100 personnes au total, eh bien 63 auraient voté la résolution, si ce peut s'écrire de cette forme-là dans un tableau de proportionnalité. Reste maintenant à étudier, eh bien, dans cette question numéro 7, la mise en situation et de voir si, eh bien, comment on peut calculer n. Alors, n, ici, si on fait un produit en croix, n, il est égal à 756 fois 100 divisé par 63. 756 fois 100 divisé par 63. Ce qui va totalement à l'encontre de prendre 63% de 756. Non, c'est les 63% de n, hein, les 63% du total qui vont nous donner 756. Donc là, la réponse A, c'est une mauvaise interprétation de l'énoncé. On a maintenant trois formules, dans la B, la C et la D, qu'on va essayer eh bien, de traiter pour voir si elles correspondent peut-être à notre tableau de proportionnalité. Alors oui, on peut transformer cette formule ici en écrivant eh bien, que cette formule elle est équivalente à 63 centièmes fois n qui est égal à 756. Comment j'ai fait ça? En divisant par 100 des deux côtés, il est apparu au dénominateur dans le membre de gauche. En multipliant par 63 des deux côtés, il est apparu au numérateur dans le membre de droite. Donc la réponse B, vous voyez qu'on l'obtient ici par transformation. Ou en faisant un produit en croix, en regardant que 756, c'est bien 63 fois n divisé par 100. On peut tout à fait l'obtenir comme ça en travaillant directement sur notre tableau de proportionnalité. Soit 756, c'est ça, la diagonale, divisé par 100. On trouve bien que 756, c'est 63 fois n divisé par 100. La réponse B est correcte. La réponse C, est-ce qu'on peut écrire que n sur 63 est égal à 756 sur 100? Non. On peut écrire que les produits sont égaux dans un tableau de proportionnalité. On peut bien écrire effectivement que n fois 63 est égal à 756 fois 100, mais sûrement pas les quotients en diagonale. Non, ça ne fonctionne pas. Donc la réponse C n'est pas correcte. Enfin, on regarde la réponse D, et oui, la réponse D, elle semble cohérente. Pourquoi? Eh bien, on peut tout à fait dire dans un tableau de proportionnalité, eh bien, qu'on a les quotients qui sont égaux, c'est-à-dire que n divisé par 756 est égal à 100 divisé par 63, qui serait égal au quotient de deux autres nombres dans un tableau de proportionnalité qui compterait trois colonnes. Ici, on peut tout à fait dire que n sur 756 est égal au quotient de 100 sur 63. Et regardez, si vous travaillez en termes d'équation, en multipliant par 756 des deux côtés, vous allez avoir n égale à 100 divisé par 63 multiplié par 756, ce qui est le résultat qu'on avait trouvé ici dans un premier temps. Donc ça, c'est la réponse D. La réponse D est aussi correcte. Je me permets de regarder quelques secondes le chat pour voir ce qu'il en est. Avec François-Régis qui est présent et qui répond à vos questions. Je l'en remercie. Alors, question suivante. Avec de la géométrie plane, question au pluriel, deux questions autour de nos deux fameux théorèmes, théorème de Pythagore et théorème de Thalès, avec des applications assez directes de ces deux théorèmes. On va se laisser un temps assez court pour traiter ces questions et je vous propose en 4 minutes de traiter ces questions numéro 8 et 9. À tout de suite.
Alors, est-ce que ça vous a inspiré ces deux questions autour des théorèmes de Pythagore et théorème de Thalès? D'abord, le théorème de Pythagore. On a un triangle rectangle ABC qui est rectangle en C dans cette question numéro 8. On a donc l'hypoténuse qui est AB. On a les deux côtés de l'angle droit qui sont AC et BC. De ça, on peut tout de suite, en utilisant le théorème de Pythagore, écrire que le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire AB au carré, est égal à AC au carré plus CB au carré. Et ça, il me semble que c'est une proposition qui nous est faite. AB au carré égale à AC au carré plus BC au carré. Oui, ça c'est la proposition D. Donc la D est correcte. On peut transformer un peu ça et écrire du coup que AC au carré, en passant BC de l'autre côté, c'est AB au carré moins CB au carré. Et ça, alors certes, c'est pas tout à fait la forme qui est donnée. Non, c'est pas la forme qui est donnée, puisque dans la forme B, on a BC au carré qui est, pardon, AC au carré qui est égal à AB au carré moins AC au carré, donc ça ne va pas fonctionner dans cette forme-là. Donc la B ne fonctionne pas. C'est bien l'opposé qui est proposé dans la B, c'est-à-dire BC au carré moins BA au carré. Par contre, on peut isoler BC au carré, et en isolant BC au carré, on va obtenir AB au carré moins AC au carré. Et ça, il me semble que ça correspond à la C. Oui, c'est bien la C, c'est bien. C'est ça. Enfin, il nous reste à étudier la A. Est-ce que je peux dire que le carré de AC va être différent de la somme des carrés de AB au carré et CB au carré? Est-ce que ça sera toujours vrai? Eh bien, si j'ai cette égalité, si je suis capable de dire que l'hypoténuse au carré, c'est la somme des carrés de l'angle droit, je peux, du coup, affirmer, effectivement, que le carré de ce côté-là sera toujours différent du carré de CB plus le carré de l'hypoténuse. L'hypoténuse étant le plus grand côté. On a bien ici la première proposition du coup, qui est de dire que AC au carré, un côté de l'angle droit, est bien différent de AB au carré plus BC au carré. Donc la A est ici correcte. 3 formes différentes qui conviennent, la A, la C et la D, la B étant la seule qui est fausse. Une petite configuration de Thalès dans la question numéro 9 que je vais redessiner au tableau. Question numéro 9, la configuration de type qu'on appelle de type papillon. Alors cette configuration, elle est la suivante. On a ce joli papillon avec les points B, N, M, A et C, et des longueurs qui nous sont proposées, qui étaient 7, 9, 17,5 et 22,5. Étant donné la question, c'est-à-dire qu'on a une configuration de type papillon, et des longueurs qui sont proposées, là où on va travailler, ce n'est pas sur le théorème, mais plutôt sur la réciproque du théorème de Thalès. À savoir, est-ce que ces longueurs qui sont proposées nous permettent d'affirmer
que les droites BN et AC sont parallèles. Si on trouve des quotients égaux, on pourra avec la réciproque affirmer que BN et AC sont parallèles. Si on trouve des quotients différents, on pourra affirmer que les droites ne sont pas parallèles en utilisant la contraposée du théorème. Alors, quels sont ces quotients qu'il faut travailler? Souvent, on se dit c'est petit sur grand, les quotients, mais il faut bien être conscient de quels sont dans ce format papillon à quoi correspond petit sur grand. C'est bien petit triangle, les longueurs du petit triangle et les longueurs du grand triangle sont-elles proportionnelles? Ce qu'on va vérifier ici dans cette configuration de type papillon, c'est que nous sommes dans une configuration de type papillon, c'est-à-dire que BM et C ainsi que N, M et A sont alignés dans cet ordre, dans le même ordre, sont alignés dans le même ordre. Il faut maintenant vérifier l'égalité des quotients. Petit sur grand, BN sur MC, c'est égal à 7 sur 9. Alors on peut sortir ces calculatrices et donner une valeur approchée, mais on peut aussi s'arrêter là et voir si le deuxième quotient n'est pas égal à 7 neuvièmes. Alors avec une calculatrice, c'est environ égal, je ne l'ai pas calculé, mais on peut le faire rapidement, 7 neuvièmes, c'est environ égal à 0,78, si je fais un arrondi, 0,78, 0,7777777, etc., c'est-à-dire 0,78. Intéressons-nous au deuxième quotient, c'est-à-dire NM sur MA. Qui est lui égal à 17,5 sur 22,5. Alors à quoi il est égal ce deuxième quotient? Il est égal à une fraction, mais qui, en manipulant des décimaux, ne me plaît pas trop. Ce que je vais faire, c'est une multiplication par 2. Donc en multipliant numérateur et dénominateur par 2, je vais trouver qu'on a ici 35 divisé par 45. Et ça, cette fraction, on peut la simplifier en divisant maintenant numérateur et dénominateur par 5. Trouver que ce quotient, il est égal à 35 divisé par 5, 7, et 45 étant divisé par 5, 9. Et que finalement, les deux quotients, ils sont égaux. Notre conclusion, donc, on a bien Bn sur MC qui est égal à Nm sur Ma. Les quotients sont égaux. Ainsi, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Bn et AC sont parallèles. Bn et AC sont parallèles. Alors, on aura pu tout de suite travailler avec les valeurs approchées. Le jour du CRPE, on l'acceptera. Vous travaillez tout de suite avec les valeurs approchées. Là, c'est un petit peu des lubies de professeurs de mathématiques. Je peux vous l'accorder à vouloir absolument travailler en valeurs exactes. Ça, c'est aussi égal à environ 0,777777, c'est-à-dire 0,78. Si vous vous limitez à ça avec une calculatrice le jour du concours, et en disant que ça, c'est environ égal à 0,78, on vous dira, très bien, vous avez trouvé que les quotients sont égaux. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va répondre comme bonne réponse? Quelles sont les bonnes réponses?
Eh bien, les droites sont parallèles, donc oui, on va répondre réponse B. Si je retrouve une craie rouge, la réponse B est correcte. Les droites ne sont pas parallèles. Bah si, elles sont parallèles, donc la réponse C est fausse. Et on ne peut pas savoir si AC ou BN sont parallèles. Bah si, on peut le savoir, la preuve, on a dit qu'elles étaient parallèles. Dernière proposition, revenons à la proposition A, où on nous proposait l'égalité des quotients suivants. Est-ce que NB sur AC, donc le quotient petit sur grand des côtés qui sont parallèles, hein, ou des côtés opposés qui sont portés par les droites parallèles, est-ce que c'est égal à BM sur BC? Donc BM sur BC. Et là, c'est l'erreur qu'on fait souvent dans la configuration papillon, c'est de vouloir dire petit sur grand dans la configuration papillon, on part toujours du point M, c'est BM sur MC, comme on l'a précisé ici. Maintenant qu'on a écrit ça, hein, on peut écrire que les quotients égaux ici, hein, les quotients égaux ici, ce sont les quotients BN sur AC, qui est égal à BM je m'aperçois qu'ici, j'avais fait une erreur. Ah, décidément, excusez-moi, hein. Qu'est-ce que j'avais fait ici? C'était un M ici, hein. C'était bien un point M, vous l'aviez compris, hein. 7, c'était la valeur M, je m'en excuse, hein. BM sur MC. Et enfin, NM sur MA. Je m'excuse, décidément ce soir, hein, je ne suis pas bien réveillé, c'est bien BM sur BC, ce que je disais, et pas ce que j'ai écrit au tableau. Hein. Et heureusement, on a bien François-Régis qui était attentif dans le chat et qui me disait ça dans les commentaires, ce que je n'ai pas vu. BM sur MC, BM sur MC et non pas BN sur MC. Je m'excuse encore une fois de cette erreur. À vous de jouer pour un peu d'algorithmique, un petit algorithme. Qu'est-ce que dessine cet algorithme? On va le découvrir rapidement ensemble. Je vais vous laisser 4 minutes pour étudier ce petit algorithme Scratch et puis on va essayer de comprendre ensemble ce qu'il peut dessiner dans cette question numéro 10. Est-ce que vous êtes prêts à décrypter cet algorithme? À vous de jouer.
Alors, pas du tout évident de travailler sur Scratch quand c'est une première approche. Lorsque on suit la formation d'objectifs CRPE, eh bien, on a une formation et des modules spécifiques sur lesquels on va travailler eh bien, l'algorithmique à travers ce logiciel qui, lorsqu'on le rencontre pour une première fois, n'est pas si évident. Alors, il a une forme assez graphique et cet algorithme ici, il va nous permettre de faire une figure. On peut regarder ensemble eh bien, quelles sont les différentes instructions qui sont précisées. Quand le drapeau vert est cliqué, c'est ce qui va permettre de lancer le programme. On va effacer tout ce qui se trouve sur la scène. La scène, c'est bien cette zone qui est définie ici. Hein. Cette zone, elle est définie avec un petit lutin. C'est le petit nom qu'on appelle, que j'ai remplacé non pas par un lutin, un petit chat, mais par une petite flèche rose. On a le stylo qui va se mettre en position d'écriture, c'est-à-dire eh bien, se poser sur la feuille pour dessiner. On va aller à la position en abscisse X qui vaut 0 et en abscisse Y égale 0, c'est-à-dire au centre de ma zone de dessin. Et puis on va s'orienter à 90 degrés. Ça veut dire quoi s'orienter à 90 degrés? Il faut voir 90 degrés comme s'orienter vers la droite. S'orienter à 0 degrés, c'est comme s'orienter vers le haut. S'orienter à 180 degrés comme vers le bas. 270 degrés, que je le fasse dans l'autre sens, du coup 270 degrés vers la gauche. Donc on va commencer en partant vers la droite, ou en tout cas vous voyez que ma petite flèche elle est orientée vers la droite. Et ensuite on va répéter deux instructions qui vont consister à avancer de 100 pas, avancer de 100 pas ou de 100 pixels. Si j'ai le stylo qui est sur ma feuille, eh bien je vais dessiner du coup un segment de longueur 100 pas ou 100 pixels. Puis ensuite, je vais tourner, vous le voyez, dans le sens des aiguilles d'une montre de 63 degrés, alors que j'essaie de le faire dans votre sens, hop, de 63 degrés, hein, comme ceci. Puis de nouveau, je vais avancer de 100 pas. Donc je vais tracer un deuxième segment. Et puis je vais de nouveau tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, mais de 117 degrés. Ce qu'on va observer, je ne vais pas rentrer dans les détails de Scratch ce soir, mais c'est que les deux angles 63 et 117 sont complémentaires. La somme de 63 et 117 me donne 180 degrés. On va répéter cette opération deux fois, donc on va bien tracer 1, 2, 3, 4 segments, deux fois deux segments, en répétant eh bien, ces quatre instructions-ci, on va les répéter deux fois. Regardons ensemble eh bien, ce qui est tracé par ce graphique. Ce graphique, vous le voyez, eh bien, j'ai avancé de 100 pas, j'ai tourné d'un angle de 63 degrés, j'ai de nouveau avancé de 100 pas, je me suis orienté d'un angle de 117 degrés, hein, donc il faut bien voir que j'étais orienté dans ce sens-là, dans l'axe de mon segment, j'ai tourné de 117 degrés, je me suis de nouveau avancé de... j'ai tourné de 117 degrés, je me suis de nouveau avancé de 100 pas, ce qui correspond à la deuxième fois où je suis rentré dans la boucle, puis j'ai tourné de 63 degrés, je me suis de nouveau avancé de 100 pas, ce qui va correspondre à cette deuxième instruction dans la deuxième répétition de la boucle, et puis j'ai tourné 217 degrés, ce qui va me permettre de m'orienter de nouveau dans cet axe, vous voyez, vers la droite. Évidemment que chez Objectif CRPE, on va passer du temps à s'entraîner sur Scratch, vous allez faire de nombreux exercices pour savoir, eh bien, c'est notamment sur ces algorithmes de dessin, ce qu'ils dessinent, ce qu'ils vous permettent eh bien, de dessiner. Devant nous, on a quoi? On a un losange. Hein, on a un losange, clairement on a un losange. Alors revenons aux propositions qui étaient faites. Hop, quelles étaient les propositions qui étaient faites? Est-ce que cet algorithme trace un losange? Est-ce qu'il trace un rectangle, un parallélogramme ou un carré? Eh bien oui, hein, dans cette question numéro 10, on peut répondre qu'il trace un losange. Mais il ne faut pas oublier eh bien, qu'un losange,
c'est tout simplement un parallélogramme particulier. Un losange, c'est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs ont la même longueur. On a ici dessiné un losange, mais ce losange peut aussi être vu comme un parallélogramme, ce qui correspond à la réponse C. On a dans cette question deux propositions qui sont valides, la proposition A et la proposition C. Clairement, on pouvait exclure les réponses B et D assez rapidement, puisque les angles qui me permettaient de tourner et de m'orienter n'étaient pas de 90 degrés, ce qu'on attend dans un ce qu'on attend dans un quadrilatère de type carré ou rectangle, puisque on va bien tourner de 90 degrés. Allez, dernière question pour conclure ce live où on va travailler sur un vrai-faux et sur la méthode de la démonstration. Je vais vous laisser face à une question dans laquelle vous allez essayer de répondre en justifiant votre réponse. Et c'est pour ça que je vous laisse une seule question, mais pour laquelle vous avez 4 minutes en essayant de justifier correctement votre réponse avec la démarche mathématique. À tout de suite après cette question.
Alors, est-ce qu'elle vous a inspiré cette question? La différence entre les carrés de deux nombres entiers naturels consécutifs, les entiers naturels, c'est les entiers positifs, hein, les entiers naturels, et consécutifs, c'est deux nombres qui se suivent. 3 et 4, 7 et 8, 263 et 264 sont deux nombres consécutifs. Est-ce que c'est égal à la somme de ces deux nombres entiers? Alors déjà, pour réfléchir à ça, je vous propose de réfléchir sur quelques exemples pour voir un petit peu ce que ça donne. Hein? La différence entre les carrés de deux nombres entiers naturels consécutifs. Alors on va prendre l'exemple de 4 au carré moins 3 au carré. Ok? Ça donne quoi? Ça donne 16 moins 9. 16 moins 9 qui va me donner 7. 7, est-ce que c'est égal à la somme de ces deux nombres entiers, donc c'est-à-dire la somme de 4 et de 3? Eh bien oui, c'est bien 4 plus 3. Il semblerait que pour cet exemple, ça fonctionne. On peut travailler sur un autre exemple en prenant par exemple 10 et 11. Alors plutôt 11 et 10. 11 au carré moins 10 au carré. Ça va nous donner 121 moins 100. Ça, c'est égal à 21. Et 21, bah oui, bien oui, c'est bien la somme de 11 plus 10. Alors, sur ces deux exemples, il semblerait que cela fonctionne. Il semblerait que cela fonctionne. Mais malheureusement, dans la démarche mathématique, pour démontrer qu'une affirmation est vraie, puisque on peut en faire l'hypothèse qu'elle est vraie, une somme d'exemples, aussi nombreux, aussi grande soit-elle, hein, cette somme, j'aurais beau lister un très très grand nombre d'exemples, ça n'aura pas valeur de démonstration. On va donc devoir être obligé de passer par le cas général. Et ce cas général, eh bien, on va s'aider du calcul littéral. Ce qu'on va faire maintenant, à partir de ces deux exemples, c'est d'essayer de coller à ces deux exemples en choisissant un nombre quelconque. Un nombre quelconque, choisissons un nombre x par exemple. X, un nombre entier naturel. Celui qui le suit, c'est x plus 1. C'est son consécutif. X plus 1, c'est son consécutif. Ce qu'on va faire, du coup, c'est travailler sur le carré de leur différence, plutôt la différence de leur carré, excusez-moi. C'est-à-dire d'écrire que x plus 1 au carré moins x au carré. Voilà la différence des carrés de ces deux nombres. À quoi c'est égal ça? Eh bien, on a ici dans ce premier terme une identité remarquable, c'est x au carré plus le double produit plus 2x, 2 fois x fois 1, 2x, plus 1 au carré. 1 au carré qui donne 1. Moins x au carré. On va avoir ces deux termes qui s'annulent, x au carré moins x au carré, et il nous restera uniquement 2x plus 1. 2x plus 1, c'est quoi? C'est x plus 1. 2x, c'est x plus x. Donc ça, je peux très bien l'écrire comme x plus 1. Eh bien, j'ai terminé. C'est pas si évident de comprendre pourquoi j'ai terminé. J'ai travaillé sur la différence des carrés et j'arrive à finalement trouver qu'on a le nombre de départ plus son consécutif. On a bien ici la somme
des deux nombres de départ, x et x plus 1. X plus x plus 1, eh bien, c'est la somme c'est bien la somme des deux nombres. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai bien utilisé la démarche mathématique qui va me permettre d'affirmer qu'une proposition est vraie. Quand je souhaite affirmer qu'une proposition est vraie, je dois passer par le cas général et je dois modéliser la situation en utilisant des variables qui vont se substituer à n'importe quel nombre. Je vous le répète, en mathématiques, une somme d'exemples n'a pas valeur de démonstration, bien malheureusement. C'était notre dernière question, cette question 11. Je voudrais, avant de vous quitter, déjà m'excuser pour les coquilles qui ont pu apparaître pendant ce live. Cette histoire de 2 racines de 12 ou 2 racines de 24 avec deux valeurs qui étaient différentes en fonction de ce qui était dans le sujet et dans le corrigé. Je m'en excuse. Deuxième coquille, et décidément, il me semble que je n'étais pas bien réveillé ce soir, où pendant le théorème de Thalès, je vous ai proposé une longueur BN au lieu de BM, que j'ai corrigé bien trop tard, je vous l'accorde, et qui a dû, pour certains, vous embrouiller, et je m'en excuse. Sachez que tout au long de la formation chez Objectif CRPE, on va travailler les fondamentaux. On va travailler Scratch, on va travailler la démonstration, on va travailler l'arithmétique. On va essayer de trouver ensemble des manières, quel que soit votre niveau initial, de vous faire progresser en s'adaptant et en individualisant nos enseignements, que ça soit en mathématiques, que ça soit en français ou que ça soit dans les autres matières. J'étais pour ma part très heureux de passer cette heure et demie avec vous et j'espère vous retrouver très prochainement dans des lives, dans des replays, dans notre formation chez Objectif CRPE. Je vous dis, je l'espère, à très bientôt donc. Bye bye!